Les 3 heures moins quart? C'est lui, on va faire taper là. Oui. Donc, le taux de filtration glomérulaire. Si je veux savoir si le patient, son rein va bien, on va demander le taux de filtration glomérulaire. Qu'est-ce qui est filtré, ni réabsorbé, ni excrété, qui peut mesurer le taux de filtration glomérulaire? La créate, une bonne réponse. Donc, la créate, c'est un déchet. Donc, elle est filtrée, elle n'est pas réabsorbée, puis elle n'est pas excrétée, ça veut dire qu'elle n'est pas fabriquée par l'organisme pour pouvoir le mettre dans les urines. 180 litres par jour de filtrat. Donc, 180 litres, ça équivaut à 2 ml par seconde. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que la créate, si elle n'est pas réabsorbée, ça veut dire qu'elle doit excréter la même chose que le filtrat du sang. Donc, si je filtre 2 ml par seconde de sang, autrement dit, je vais excréter 2 ml par seconde de créate dans mes urines. Et la créate, autrement dit, la clairance de la créatinine, va mesurer mon taux de filtration glomérulaire. Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde? Donc, rendu au rein, c'est sûr qu'on va réabsorber au niveau du tubule. Donc, le premier qui va réabsorber, c'est le sodium. Donc, le sodium va avec le volume du lait. Donc, si j'ai un taux de filtration qui est bas, ça veut dire que mon volume de sang est bas. Naturellement, le flot, donc la vitesse, c'est bas. Et le système, lui, si vous êtes en hypotension, automatiquement, il va vouloir réabsorber du sodium pour augmenter la tension artérielle. Donc, son rôle, c'est ça. Les chlorures suivent le sodium. Souvenez-vous de ça. Et l'eau, par la suite, va suivre. Donc, si vous avez un problème d'osmolalité, donc l'osmolalité, ça veut dire la densité. Donc, c'est souvent suite à une quantité d'eau ou à une quantité de sel. Donc, le patient n'est pas capable de concentrer comme il faut ses urines. Quand on dit que le patient n'est pas capable de concentrer ses urines, on parle d'osmolalité urinaire. Si on parle d'osmolalité urinaire, on va parler de concentration de sodium. Souvenez-vous de votre formule d'osmolalité. Est-ce que vous en souvenez? 1,89 fois sodium plus glucose plus urée. Sodium, c'est 140, le glucose, c'est 5, urée, c'est 8. Donc, l'osmolalité, c'est-à-dire la tonicité, ça veut dire la pesanteur dans le sang, va avec le sodium. Le glucose, ça a un seuil rénal, donc un TM. Donc, du moment qu'on est autour de 11, on dépasse le seuil rénal. Et si la glycémie est en haut de 20, bien, il va y avoir un débordement dans les urines. Est-ce que c'est possible d'avoir un taux sanguin normal et du glucose dans les urines? Oui, on appelle ça l'abaissement du seuil rénal. C'est OK pour tout le monde? Je pense qu'il y avait une question dans l'examen là-dessus. Les protéines. Donc, les protéines, autrement dit, les acides aminés vont être réabsorbés. Les protéines sont filtrées. Donc, les protéines, on est supposé avoir un filtrat entre 2 et 5 grammes. Si un patient se retrouve avec 5 grammes de protéines dans ses urines, là, il y a un problème au niveau de son glomérule. Ça veut dire que sa membrane a commencé à lâcher les protéines parce que les protéines sont supposées de rester dans le corps. OK? Donc, c'est là qu'on va rentrer avec nos maladies. La concentration des protéines normale, 150 mg. Si je fais de l'exercice, 200 mg. Dans le NLE, c'est le pouvoir de concentration. C'est là que c'est tout simplement c'est le sodium, le chlorure et l'eau qui vont agir. Et aussi, on va réabsorber aussi le restant du potassium. Distant les collecteurs. C'est là que rentre le rôle de l'hypotension. Si le patient est en hypotension, la rénine qui est au barorécepteur va le détecter. Et une fois que c'est détecté, le système rénine-angiotensine va embarquer pour laisser libérer l'aldostérone. L'aldostérone, c'est quoi? Faire rentrer le sel. Le tube collecteur. Donc, dans le tube collecteur, c'est sûr qu'on va parler, ici, on parle d'osmolalité. Donc, le tube collecteur est sensible à la vasopressine qui le rend perméable à l'eau. Donc, tantôt, au distal, c'est juste le sodium. Là, au collecteur, c'est la vasopressine qui va faire rentrer l'eau. Donc, l'eau va suivre le sodium. Une osmolalité urinaire.
c'est entre 50 et 1200 milliosmoles. Une osmolalité urinaire normale du matin, c'est 850 milliosmoles. Donc, un patient souvenez-vous aussi de votre formule. Densité est égale à masse sur volume. Densité, ça veut dire la même chose que osmolalité. Donc, si vous avez un volume urinaire qui est augmenté, votre osmolalité va être basse, c'est-à-dire votre densité va être basse. Donc, l'osmolalité peut tomber à 50 milliosmoles. Donc, si on dit 50 milliosmoles, le patient a un pouvoir de concentration faible. Ça veut dire qu'il a la difficulté avec son sodium. Il y a trop d'eau. Donc, s'il y a trop d'eau, ça veut dire que peut-être que les récepteurs ADH ne fonctionnent pas ou peut-être que l'hypophyse n'est pas capable de libérer non plus l'ADH. Donc, il y a un problème au niveau. Si, mettons, l'eau n'est pas capable de suivre, de rentrer dans le système, donc la conséquence de cette situation-là, ça veut dire que le patient va tomber en polyurie et la maladie qu'on appelle, c'est le diabète insipide. Dans une absence totale de vasopressine, le volume urinaire peut monter jusqu'à 20 litres par jour. Sauf que si je vous parle de SIADH, OK, et ça je tiens, donc c'est une sécrétion inappropriée d'ADH. Donc là, c'est le contraire. Donc l'ADH, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire rentrer l'eau qui était dans le volume urinaire dans le sang et le volume urinaire va être diminué. Donc le tubule collecteur, si j'ai un défaut du tubule, j'ai un défaut d'hypophyse qui ne libère pas l'ADH, mon volume urinaire va être augmenté. Si j'ai une sécrétion inappropriée d'ADH, c'est le contraire, mon volume urinaire va être diminué. N'oubliez pas, c'est toujours avec l'osmolalité. La clairance, donc il faut aller chercher au moins 1 à 2 exemples de clairance de la créate. Donc, refaire vos 2 exemples de clairance de la créate. 2, c'est suffisant. N'oubliez pas vos unités. Ça, c'est super important. Puis, n'oubliez pas de regarder, voir si votre créate urinaire, est-ce que votre créate urinaire, je vous la présente en millimoles par litre ou je vous la présente en millimoles par jour? Hein? 2 chiffres complètement différents. Et quand j'applique une formule de clairance, je la veux en millimoles par litre. Hein, pour 1 litre et non millimoles par jour. Donc ça, c'est important. Et quand je mesure la créate millimoles par jour, c'est toujours U fois V. Hein? Donc la créatinine urinaire qui est millimoles par litre fois V qui est litre par jour. Donc ça donne millimoles par jour. Donc ça, il faut se souvenir de ça. Est-ce que avez-vous besoin d'explications pour ça? C'est beau? L'urée, donc l'urée, on dit qu'elle suit la créate. Le pH de l'urine, pH acide. Donc, notre acidité, c'est toujours de l'ion H+, et de l'ion ammonium. Donc, quelqu'un qui fabrique trop d'ion ammonium, c'est là qu'on va voir le diurète d'ammonium. Soit c'est de l'acide, donc l'acide d'ammonium, ou du phosphate d'ammonium. Donc, c'est la petite boule noire avec les petites pattes alentour. L'acidité, c'est sûr qu'elle est contrôlée par le tubule. Donc, elle est contrôlée au niveau du tubule. Si le patient est en hypotension, on réabsorbe le sodium, on excrète du H+. Si le patient est en acidose, ça veut dire beaucoup de H+, dans le sang. On sait que le H+, va déplacer le potassium dans le globule rouge. Donc, le globule rouge va s'en aller dans le sang et le H+, rentre dans la cellule. Et le potassium, lui, va sortir dans l'urine. Mais le H+, va rester séquestré naturellement dans le sang. Mais si j'ai un débordement, d'où veut pas, il va s'en retourner dans l'urine. Et si j'ai un cas d'alcalose, ça veut dire que j'ai bas en potassium, mais les H+, eux autres, vont avoir tendance à sortir directement dans l'urine. Les chlorures, donc si les chlorures sont bas, je vais augmenter ma réabsorption de chlorure. Si j'augmente ma réabsorption de chlorure, il faut que j'augmente ma réabsorption du sodium. Et si j'augmente un plus, il faut que j'envoie un plus dans l'urine. Donc, c'est de cette façon-là que l'acidification est faite. Amniogénèse, ça, c'est dans les cas extrêmes, dans les cas d'acidose. Donc, le potassium diminué stimule l'amniogénèse dans l'élimination de H+. Ça veut dire que l'ammoniac, produit par les bactéries, avec beaucoup de H+, ça me donne de l'ion ammonium, NH4+.
Les maladies, je ne rentrerai pas là-dedans parce qu'on a vu beaucoup ensemble. Se souvenir glomérulaire, syndrome néphrotique, syndrome néphritique. La caractéristique de syndrome néphritique, ça peut être 1 g, 2 g de protéines. La caractéristique de syndrome néphrotique, c'est entre 3 à 5 g de protéines, d'où vous allez retrouver vos seringues graisseux. Tubulaire, les dirty bronchias. Ça veut dire que c'est un patient qui a abusé d'un médicament et le tubule il est néphrotoxique. Donc, c'est là que l'urine est couleur coke et là, on retrouve des dirty bronchias. N'oubliez pas aussi une glomérulonéphrite. La caractéristique, c'est les globules rouges crénelés. Donc, 10 morphocytes, que tu n'as pas ici, 10 morphocytoses. Mais ça prend la petite globule rouge avec la petite bille sur le dessus qui ressemble à une levure. Le surcharge, ça veut dire que les protéines de vengeance, le patient en fabrique trop, donc il déborde dans les urines. Et la bêta-2 microglobuline pour un cancer, c'est la cellule caractéristique d'un cancer. Hémodynamie, donc quelqu'un qui passe sa journée debout, c'est sûr qu'on va retrouver des protéines dans les urines, peut-être jusqu'à 1 g. Quelqu'un qui fait de l'insuffisance cardiaque congestive, de la fièvre, exposé à la chaleur et au froid et le stress va amener des protéines dans les urines. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas passer notre test nous autres mêmes parce qu'on va paniquer. Urée, azote urique est bonne. Donc les trois ensemble. La concentration, c'est 100 millimoles. L'intérêt clinique, c'est sûr que c'est acide aminique qui s'en va en ammoniac. L'ammoniac embarque dans le cycle de l'urée, transforme en urée. Donc, c'est pas pathologique, l'urée. L'urée, faites attention, le patient doit être à jeun. Mais si le patient a un problème de foie, l'urée va diminuer. Naturellement, le dosage, c'est important. C'est l'urée qui est avec une uréase, ça donne de l'ion ammonium. Et on mesure quoi? On mesure l'ion ammonium par conductivité. La créatinine, donc, elle provient de l'acide aminique et la créatine. Lors de déshydratation, c'est-à-dire musculaire, elle va fabriquer de la créatinine et c'est celle-ci qu'on va mesurer dans nos urines. La créatinine, elle est stable. Si vous n'avez pas de dégradation au niveau du muscle, vous allez toujours avoir le même chiffre. Donc, quelqu'un n'a pas de fonte musculaire, sa créatinine ne change pas. Si elle a une fonte musculaire, on peut toujours aller chercher l'enzyme CK, qui est livrée dans le muscle, et la myoglobine, pour pouvoir comparer. La réaction de Jaffe, donc on mesure la créate de façon cinétique, donc une vitesse de réaction. Est-ce que dans le bureau du médecin, on peut aller la calculer? Oui. L'acide urique, avant, elle rentrait dans un bilan rénal. Maintenant, c'est le 3e test. Non, l'acide urique, son chiffre, ça va être 450 que vous allez obtenir. On va la rencontrer dans un myélome, on va la rencontrer dans un cancer agressif, une maladie auto-immune comme l'arthrite. Son dosage, c'est uricase qui transforme l'urate en la molécule allantoïne qui va me donner une couleur immunoquinone rouge. Diurèse, donc savoir qu'un volume normal entre 700 et 1200. Si le patient est en oligurie, donc plus petit que 400. Si le patient est à anurie, plus petit que 100 ml. Quelqu'un qui ne concentre pas ses urines, donc il va être en polyurie, ça veut dire qu'il va être plus grand que 2 litres. Ça peut monter jusqu'à 3 et 4 litres chez les diabétiques. La densité, donc la densité, naturellement, c'est l'osmolalité. L'osmolalité, une densité qui est basse, c'est 1.010. Une densité qui est haute, c'est 1.040. Une densité normale, 1.025. Qu'est-ce qui est important à savoir, c'est, contrairement à l'osmolalité, la densité est augmentée par la présence de protéines, mais cette augmentation n'est pas en relation avec le pouvoir de concentration. Donc, ça n'a aucune influence. Le glucose est aussi une source d'augmentation de la densité et de l'osmolalité. Donc, osmolalité, on se souvient de la formule sodium plus glucose plus urine. La densité, elle va être influencée par les protéines, elle va être influencée par le glucose. Naturellement, vous autres, vous allez prendre un polyélectrolyte pour mesurer la densité urinaire. Donc, un polyélectrolyte, ça le dit, mesure les électrolytes. Insensible au glucose, insensible à l'urée, insensible aux protéines.
Si vous voulez mesurer une densité et aller chercher la concentration de protéines, la concentration de glucose, la concentration de l'urée, vous devez prendre un réfractomètre. Okay? Ça, c'est de la belle question d'examen. Okay? La couleur de l'urine, ça va être le pouvoir de concentration. L'urine qui est trouble, c'est sûr que ça va avec ce qu'il y a à l'intérieur. N'oubliez pas vos cristaux. Les cristaux qu'on laisse réfrigérer, c'est sûr que l'urine, le spécimen va être trouble. Ici, la densité, donc plus que vous avez d'électrolytes, plus qu'il libère du H+. C'est sûr que l'indicateur de colorant va changer de couleur. Le pH alcalin va affecter les résultats, mais sauf que l'appareil est ajusté en fonction du pH. Et c'est là que j'ai dit tantôt, le bâtonnet est sensible au glucose et à l'urée. Le pH, c'est sûr qu'une infection urinaire, ça va être en pH alcalin. À cause des bactéries, ça devient alcalin. Les protéines, le bâtonnet n'est sensible qu'à l'albumine. Le bâtonnet n'est pas sensible au benzoate. Le glucose, qu'est-ce qu'on retient? Le glucose, notre bâtonnet il est sensible en haut de 4. Un spécimen qui est à pH alcalin va diminuer la sensibilité, va emmener un faux négatif. Vitamine C aussi. Quel corps cétonique qui est sensible? C'est acétoacétate seulement. Bêta-hydroxy, non. Et les bâtonnets à l'air libre, comme l'eau de Javel, va vous emmener un faux positif. Donc, le bâtonnet pour les corps cétoniques, seulement acétoacétate. Le sang, donc dans l'hémoglobine, c'est une réaction de peroxydase. Et est-ce que je peux avoir des faux positifs, des faux négatifs? Oui. La vitamine C, elle est faux négative, tandis que les bactéries peuvent m'emmener de faux positifs. Donc, c'est là qu'on a une différence entre la macroscopie et la microscopie. Leucocytes, donc c'est les granules à l'intérieur du globule. Souvenez-vous de votre densité. Une densité basse, c'est éclater vos cellules. Donc, si elle fait éclater vos cellules, c'est sûr qu'au microscope, vous ne voyez rien, mais à la macroscopie, ça va être fort. Et c'est la même chose que pour vos rouges. Est-ce que je peux avoir à la macroscopie négative et au microscope positif? Oui. Les antibiotiques vont amener une interférence négative au niveau du réactif. Les nitrites, ça prend des nitrites, ça prend quelque chose de l'alimentation pour faire réagir mon réactif. Par la suite, la bilirubine, le carré était quand même important. Donc, ma bilirubine non conjuguée dans une hémolyse, la bilirubine totale, elle est augmentée. L'uro-urinaire augmentée. Un problème de conjugaison, donc ma bilirubine totale, elle est augmentée. Le restant, c'est diminué. Et obstructive, c'est la bilirubine urinaire qui va être augmentée. Urobilinogène, se souvenez que ça s'oxyde dans l'air, ça se transforme en urobiline, il n'est pas sensible au bâtonnet. Maintenant, qu'est-ce qui devient significatif? Et ça, c'est la belle question de RT. Donc, ça prend 5 à 20 globules rouges par champ, ça prend au moins 5 globules rouges par champ que ça devienne significatif. Ça prend un cylindre granuleux que ça devienne significatif. Par la suite, on a parlé beaucoup d'urine, fait que le PU, je pense que c'est OK pour ça. Cellules épithéliales aussi, ça n'a aucune valeur clinique. Une cellule rénale, ça n'a aucune valeur clinique. Des cylindres granuleux larges, est-ce que ça a une valeur pour vous autres? Des cylindres granuleux larges. Est-ce que cliniquement c'est significatif? Cylindre granuleux large. Donc, du moment que vous voyez des cylindres plus larges que la normale, avec un halo clair à l'extérieur, ça devient significatif. Ça veut dire que le rein, le néphron, au lieu de former des casques, et c'est de cette largeur-là, maintenant, le néphron travaille fort, donc il élargit, donc la largeur des casques est en conséquence avec le néphron qui est défectueux. Donc la largeur, ça c'est important. Pour avoir des cellules tubulaires, n'oubliez pas, ça vous prend quand même des protéines. Si vous avez vu une cellule tubulaire que vous n'aviez pas de protéines, mais ça ne devient pas significatif. Donc ça ici, c'est à l'étude.
Parce que je peux vous demander, quelle est la caractéristique d'un syndrome néphrotique dans une urine? Quelle est la caractéristique d'un syndrome néphritique dans une urine? Quelle est la caractéristique d'un dirty bronchus dans une urine? Et je veux avoir la meilleure caractéristique. Donc, quelqu'un qui va me dire globule blanc, ben, je m'excuse, mais des globules blancs, on en rencontre même dans une infection urinaire. Donc, quelle est la caractéristique d'une cystite? Quelle est la caractéristique d'une pyélonéphrite? Donc, allez chercher l'élément important qui va signifier quelque chose au médecin. Les cristaux. Les cristaux, maintenant, il faut commencer à les savoir. Donc, si je te demande acide urique, dans quelle plage de cristaux tu vas le rencontrer? Oxalate de calcium, dans quelle plage? Triple phosphate, indinavir, cystine, grosso modo, c'est ça. L'indinavir, c'est quel pH? Pardon? L'indinavir. 6, 6,5, 7. Il est écrit dans ton dans le bas de la feuille aussi. Alors, bon week-end, bonne étude.